d'explication de Madame Lefranc concernant la diminution des faillites en 2020. Et n'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent se joindre, de l'indiquer dans le chat. Je vous remercie, sauf si Madame Lanane, vous souhaitiez intervenir avant les discussions? Non, je suis désolée, je voulais juste intervenir dans la demande d'explication de Madame Lefranc. Oui, ok, mais indiquez-le dans le chat et on prendre. Mais c'est bien entendu, pas de souci. Voilà, Madame Lefranc. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État. Alors, le lundi 4 janvier, nous apprenons dans la presse que le moratoire sur les faillites, donc une mesure en place durant cette crise du corona par le gouvernement fédéral, avait fait diminuer le nombre de faillites de 33% en 2020 en Belgique, selon les chiffres du bureau d'études Graydon. Les faillites ont diminué dans les 3 régions du pays. C'est cependant à Bruxelles que la diminution est la plus prononcée, où la baisse est de 48% contre 29 en Wallonie et 27 en Flandre. Alors, il ne s'agit pas de se réjouir car le risque est vraiment réel. Lorsque cette mesure prendra fin, on le sait pertinemment, et d'ailleurs à l'heure où ma question a été rédigée, c'était au 31 janvier, de nombreuses entreprises vont s'écrouler et selon Graydon, environ 50 000 entreprises seraient directement menacées. Alors, toujours selon ce bureau d'études, environ 20% des entreprises qui étaient saines avant la crise sont aujourd'hui, et malgré les aides, dans une situation critique. D'ailleurs, on l'a souvent abordé dans cette commission. De plus, un des effets pervers potentiels du moratoire sur les faillites, comme on l'a également discuté à plusieurs reprises, c'est le maintien en vie artificiel de sociétés sans perspective dénommées entreprises zombies. Ce sont des entreprises dont la charge de la dette est plus importante que ses profits et qui sont donc incapables de payer leurs fournisseurs ou de payer la TVA ou de payer l'ONSS. Pour l'instant, on parle de 10% de ces entreprises zombies en Belgique. C'est dans cette optique que je souhaite vous poser les questions suivantes. Alors, pouvez-vous tout d'abord présenter l'inventaire par secteur d'activité, type d'entreprise des faillites prononcées à Bruxelles pour l'année 2020, et ce malgré le moratoire sur les faillites qui a finalement monopolisé une bonne partie de l'année passée, mais qui avait finalement cessé d'opérer à certains intervalles, notamment à partir du 17 janvier jusqu'au 11 novembre, et bien évidemment avant la crise du Covid, c'est-à-dire de janvier à mars. Alors, pouvez-vous nous expliquer la différence assez importante entre les nombres de diminution des faillites prononcées à Bruxelles par rapport aux autres régions du pays ? Quelles sont les mesures que le gouvernement a mises en place pour anticiper la fin du moratoire sur les faillites pour les entreprises bruxelloises? Et pouvez-vous nous en expliquer les raisons? Ensuite, je voulais rebondir sur certains chiffres. Comme je l'ai évoqué, environ 20% des entreprises qui étaient saines avant la crise sont aujourd'hui, et malgré les aides, dans une situation critique. De plus, selon la Banque nationale, une entreprise sur 6 avait épuisé sa trésorerie avant la deuxième vague et donc le deuxième confinement. Pouvez-vous aujourd'hui actualiser ces chiffres et les au niveau bruxellois, et quelles tendances se dégagent et quelles en sont les différences par rapport aux autres régions et pourquoi? Alors, et ensuite, pour conclure, si vous permettez, Madame la Secrétaire, je voulais revenir, parce que c'est en lien finalement, sur un nouvel élément d'actualité qui est en lien avec ma question, c'est les 74 millions d'euros supplémentaires dégagés par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises des secteurs de l'ORECA, de l'événementiel et de l'hébergement. Vous avez déclaré dans la presse la semaine passée, donc le jeudi 21, que le montant de cette nouvelle prime serait calculé selon 2 critères. Un, en fonction du nombre d'équivalents temps plein, donc de TP de l'entreprise, et de la baisse du chiffre d'affaires subi les 3 derniers trimestres de l'année. Alors pour le secteur de l'ORECA ainsi que pour les fournisseurs de l'ORECA et le secteur événementiel, ce montant de la prime irait juste de 5 000 à 36 000 euros. Et pour le secteur de l'hébergement, le montant irait entre 5 000 et 50 000 euros. Et pour les discothèques, le montant pourrait aller jusqu'à 100 000 euros, de 60 à 100 000. Pouvez-vous nous préciser plus en détail les tenants et les aboutissants de cette nouvelle aide? Pouvez-vous nous expliquer les choix qui ont été opérés? Et une coordination avec les secteurs s'est-elle bien tenue? Si oui, est-ce que vous pouvez nous relater les échanges et les conclusions de celle-ci?
C'est finalement, et ça je m'adresse plutôt au président de cette commission, c'est finalement à se demander est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, je pense opportun avec la crise que nous observons aujourd'hui, avec les cris de colère de part et d'autre, si notre commission ne pourrait pas bénéficier d'un exposé de ces aides octroyées, soit sous forme de primes, soit sous différents arrêtés qui ont impacté, parce qu'on en arrive à en être perdu aujourd'hui, je vous l'avoue, moi en ce qui me concerne, avec l'ensemble des effets d'annonce, des revendications, ceux qui ont été octroyés, clôturés, et des nouveaux effets d'annonce, de nouvelles primes. Et donc, je m'adresse ici à Monsieur le Président, si c'était pas possible d'y consacrer un échange bien spécifique pour que, enfin, je veux dire, c'est un avis, bien sûr, à échanger avec les autres groupes politiques, mais je pense qu'il est quand même nécessaire qu'on puisse avoir un débat là-dessus. Je vous remercie, Donc, Madame la Secrétaire d'État. juste, Madame la secrétaire d'État, à vous intervenir. Je pensais que mon intervention d'il y a quelques semaines, pour bien cadrer les débats, avait été compris par l'ensemble des députés. Ici, je ne me suis pas permis de vous interrompre, Madame Lefranc, mais le sujet de votre demande d'explication concerne les faillites et non pas l'annonce des nouvelles aides du gouvernement bruxellois. En plus de ça, je pense qu'il y a dans notre ordre du jour des questions qui vont suivre, d'autres députés qui vont poser la question sur ce sujet même. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer, et vous me connaissez, je pense, je suis quelqu'un de très flexible, mais j'essaie de retrouver ce juste équilibre. Et donc, c'est important de veiller à ce respect du règlement, même si on est dans des conditions particulières, cette crise nous demande de nous adapter. Donc, je suis aussi toujours quelqu'un qui n'est pas contre le débat d'actualité Covid-19 qu'on pourrait réorganiser à une prochaine échéance, ce qui permettrait aussi à Madame la secrétaire d'État de faire un point complet, même si, encore une fois, et on le verra dans le contenu de l'ordre du jour, il y a une série de questions qui ont été posées qui brassent justement l'ensemble de ces mesures. Donc, on pourra... je ne suis pas contre l'idée de faire un débat d'actualité, et je vous rappelle aussi qu'on a la possibilité, par le de questions d'actualité en commission, de faire ce genre de discussion, d'avoir ce genre de discussion. Donc, je peux comprendre une part de frustration, mais il y a quand même vraiment important de garder un cadre qui permet de le faire, et notre règlement permet justement un débat d'actualité via les questions, et on continue à pouvoir interpeller le gouvernement, puisque chaque semaine, nous avons une commission des affaires économiques. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je peux entendre les propositions, les remarques, et essayer de faire une proposition à la commission pour encore mieux travailler pendant cette nouvelle année. Je reviendrai vers vous par rapport à votre point que vous venez de soulever, Madame Lefranc. Madame la secrétaire d'État, je vous en prie. Il y a des interventions, excusez-moi. Je n'ai pas vu c'est moi-même qui me fait prendre dans mon piège, puisque c'est moi qui vous ai demandé d'aller sur le chat. Alors, je regarde. Madame Lanane en premier, et ensuite Madame de Radigues. Et j'ai vu les autres demandes d'intervention. Merci, Monsieur le Président. Et je promets de rester vraiment dans le cadre de la demande d'explication de Mme Lefranc, enfin la demande originelle. Et je suis persuadée que Madame la Ministre ne répondra pas aux questions supplémentaires qui ont été posées par Mme Lefranc, puisque c'est vrai que cela relève de la question de Mme Barzin. Donc nous serons tous très attentifs. La question des filles gelées à l'heure actuelle est un thème d'inquiétude pour nous tous. Et je remercie Mme Lefranc d'avoir inscrit cette demande d'explication à notre ordre du jour. Il est clair aussi que les évolutions récentes de la situation sanitaire obligeant à prolonger le confinement n'a rien de rassurant. Alors, une partie des questions de Mme Lefranc a déjà dernière sur le site de l'Institut fédéral de statistique StatBel, qui fait mensuellement un rapport chiffré, région par région, secteur d'activité par secteur d'activité. Le gouvernement fédéral
a pris ses responsabilités à travers le moratoire sur le prononcé des faillites et porte à bout de bras des travailleurs des secteurs touchés par le confinement, qu'il s'agisse des salariés à travers le chômage temporaire ou les indépendants à travers le droit passerelle. Alors il faut aussi souligner, même si cela ne peut pas durer indéfiniment, que nous en sommes évidemment conscients, alors on le voit, les secteurs qui connaissent en réalité les effets du moratoire, je pense à l'ORECA, la construction, la distribution au détail, autant de secteurs représentés à Bruxelles. Aborder au niveau régional la question de la fin du moratoire et la législation sur la réorganisation judiciaire est un peu spéculatif, nous semble-t-il. Les ministres fédéraux de l'économie et de la justice paraissent mieux indiqués pour livrer des réponses, même si on est bien d'accord que l'information est d'une importance vitale pour les entreprises bruxelloises. Alors, il est vrai que la situation sans précédent à laquelle nous sommes appelés à faire face. Mon groupe et moi-même sommes donc curieux d'entendre Madame la Ministre sur les informations qu'elle a à ce stade, ainsi que sur les positions qu'elle défend dans ce dossier, le cas échéant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis très impatient de vous entendre pour les réponses. Merci. Madame Lanane, merci. On a eu quelques coupures, donc peut-être ce sera mieux pour la prochaine intervention de peut-être couper parce que votre bande. Voilà, c'était pour info. On a quasiment, franchement, entendu l'ensemble de vos propos. Madame de Radigues, c'est à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet évidemment maintenant qui nous occupe, les faillites, qui est très lourd et douloureux et qui, en tout cas en introduction, m'inspire en tout cas 3 mots-clés qui sont d'abord celui de l'empathie, parce que la situation est quand même très angoissante pour beaucoup d'entreprises et en particulier, enfin, et pour tous en général et en particulier pour tous les porteurs de projets économiques. Et là-dedans, je pense en particulier aux porteurs de projets dans l'ORECA, la culture et les métiers de contact. Donc évidemment, bon, chaque projet, chaque personne est particulière et nous sommes vraiment conscientes de la souffrance qu'ils et elles endurent. Alors là, il y a aussi le mot-clé volontarisme. Je pense que nous avons tous, et ici dans la commission aussi, et je pense dans le gouvernement aussi, nous voulons sauver le tissu économique et en particulier celui qui est ancré dans notre territoire et celui qui le fait vivre. Et enfin, il y a un mot qui, pour ce problème, me semble important, c'est la coopération, parce que la crise est en effet profonde. On le sait depuis le début, et c'est évidemment le fait qu'on doive encore rester en confinement, que certains établissements commerce sont encore fermés, ben ça le montre encore, et on n'en sortira qu'en collaborant les uns avec les autres. Et personne, en fait, n'aura la réponse tout seul, ici surtout avec les répartitions de compétences. Donc, c'est vraiment le moment de l'union et pas de la division. Et ça me faisait penser dans le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, que la compétition en fait est trop énergivore en temps de crise. C'est la coopération qui doit prévaloir. Donc ceci voilà, j'avais envie de préciser cela en introduction. Et puis après de revenir en effet sur quelques chiffres, parce que c'est évidemment très important quand on lit qu'à Bruxelles, 25% des entreprises risquent la faillite. 25%, c'est énorme. Et dans ces 25%, c'est pas dans les 5, il y a 19% des entreprises en général qui étaient en bonne santé avant la crise. Donc c'est vraiment énorme. Et alors ça va évidemment varier en fonction des secteurs. Alors, un point qui me semble important de souligner, c'est que dans l'étude Grédon, il montre aussi que les aides publiques ont été efficaces. Je pense que ça vaut aussi la peine de la faire, parce qu'on a eu toute la commission spéciale Covid. On n'avait pas encore beaucoup de chiffres, et là, on commence à avoir des chiffres. Et par exemple, ils prennent l'exemple pour les salons de coiffure, que sans les aides, 52% serait proche de la faillite, et or maintenant c'est uniquement, mais c'est déjà énorme, on est d'accord, 17%. Donc ça c'est quand même, je pense, quelque chose d'important. Alors évidemment l'histoire c'était de voir aussi, pour éviter les faillites, de pouvoir moduler les primes en fonction de la situation des entreprises. Je pense là, ce serait intéressant de voir dans les primes que vous avez annoncées, notamment la prime Tetra,
eh bien, il y a une modulation qui est prévue pour mieux cibler. Mais la santé des entreprises pré-crise ne fait pas encore partie des critères d'octroi des montants des aides. Est-ce que ça a été en fait discuté? Est-ce que vous avez imaginé l'intégrer? Est-ce que ça s'est avéré trop difficile? Et est-ce que vous avez des discussions avec les secteurs sur la possibilité d'intégrer ce critère? Ensuite, ma question est par rapport à l'accompagnement des entreprises en faillite. Donc, il y a la cellule d'accompagnement d'urgence des entreprises en difficulté qui a été mise sur pied au sein de Hub en collaboration avec le CED, les GEL. Alors, comment le travail de cette cellule d'accompagnement a-t-il évolué les derniers mois? Est-ce qu'on voit une recrudescence, plus de personnes qui y viennent? Et avez-vous des détails sur les entreprises ayant fait appel à la cellule en 2020 et sont-elles plus nombreuses que ces derniers mois? Et vu que je n'ai pas rentré la question avant, je comprendrai si vous n'avez pas les données avec vous. Hein, mais voilà, c'est un peu pour mesurer là qui vient faire appel à l'accompagnement en fait organisé. Alors un point avait été abordé, Madame Lahanan l'a dit aussi. Oui, Madame ok, c'était sur la réorganisation judiciaire. Voilà, c'était juste. Oui, d'accord, donc je donnerai deux mots-clés. Donc, la réorganisation judiciaire, ça a plein de conséquences évidemment multiples et en cascade. Et donc là, est-ce qu'on a pensé aussi à l'implication du secteur bancaire dans ces réorganisations? Et puis, est-ce qu'on a pensé aussi dans le timing, à quel moment l'activer pour ne pas avoir trop de faillites en cascade? Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi pour le timing, je ne croyais pas. Respectez vraiment le temps de parole. Monsieur Dagrin, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci à Madame Lefranc d'avoir mis à l'ordre du jour de cette commission le débat sur l'importante augmentation annoncée du nombre de faillites pour 2021. Un des rapports de l'heure Hermès titrait « La bombe à retardement des faillites liées au Covid-19, plus 26% en Belgique ». Ça fait peur. Ce même rapport met en garde contre l'effet domino des faillites. Je répète, contre l'effet domino des faillites. Évidemment, je crois que nous serons tous d'accord pour dire que tout doit être mis en œuvre afin d'éviter ces faillites. Mais tout le monde n'a pas le même point de vue. Marc Rézière, le CIO de Belfius, a récemment déclaré à propos des faillites au magazine Trends Tendance, je cite, « Mais n'avons-nous pas trop de cafés et de restaurants en Belgique ?» Les déclarations de cet acteur du monde des finances sont plus que choquantes. Car si la banque dont il est le CEO, donc Belfius, n'est pas tombée en faillite lors de la crise des subprimes, c'est bien grâce à l'État qui en a repris 100% du capital. Et d'autre part, si aucune mesure forte n'est prise pour sauver nos indépendants de la faillite, ces petits commerces, ces cafés et restaurants de quartier qui font partie du charme et de l'âme de Bruxelles seront absorbés par de gros groupes internationaux qui en feront des établissements de type McDo, sans personnalité. Telles sont les lois du capitalisme. Nous demandons au gouvernement de ne pas écouter les chants des sirènes néolibérales qui se font entendre, y compris dans cette commission. Vous avez raison, Madame Lefranc, d'être inquiète. Des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses, des indépendants, des salariés, des employés, des demandeurs d'emploi, de toutes les régions sont aussi inquiets. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur Dagrin. Alors, je regarde. Meneer Verstraeten, u heeft het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Er is al heel veel gezegd geweest door de collega's, onder meer over de wetten van het kapitalisme. Ik ga niet te fel op gaan. Nee, in feite had ik één vraag. Het is inderdaad zorgwekkend wat er op ons afkomt wanneer het moratorium op faillissementen voorbij gaat. En dan zullen we de ware draagwijdte zien van deze crisis. Maar de vraag die ik mij voornamelijk stel is, wat doet u om te anticiperen? Politiek is namelijk anticiperen en dus los van de vraag welke maatregelen u denkt te zullen nemen, denkt te zullen moeten nemen,
is ook, hoe krijgt u zicht op de situatie, zo snel als mogelijk, hè, waar dat het staat met onze Brusselse ondernemingen. En ik citeer een voorbeeld dat gegeven is geweest, of een suggestie die gegeven is geweest, als ik me niet vergis, door de baas, directeur van Finance and Invest Brussels, die zei, analyseer de jaarrekening. Ga van zodra de jaarrekeningen beschikbaar zijn, die in detail analyseren. Ik weet niet of dat daar een instelling geschikt voor zou zijn, of daartoe in staat is om dat te doen. Misschien kan u mij daarop antwoorden. Die zegt, doe dat, om werkelijk zo fijnmazig als mogelijk een zicht te krijgen op welke ondernemingen zijn in problemen, welke zijn het niet, welke zijn in problemen gekomen, welke waren voorheen gezond en zijn dat nu niet meer. Om echt een goed idee te krijgen van waar komen onze ondernemingen en waar staan ze vandaag, gelet op de gevolgen van de crisis. Dus ik vraag me af, op dat vlak, hoe doet u uw meetoefening eigenlijk, om het zo te zeggen? Hoe zorgt u ervoor dat u een voldoende zicht krijgt op de situatie, om hetgene wat daar op ons afkomt, zonder twijfel, in zo'n goed mogelijke banen te leiden, met zo gericht mogelijke banen? Bedankt, meneer Verstraeten. Monsieur Lester. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vrai que beaucoup a déjà été dit. Je voudrais simplement remercier Madame Lefranc pour sa demande d'interpellation. Elle est très bien faite. Je pense que les questions sont extrêmement précises et recouvrent toute une série de thématiques que l'on a déjà voulu aborder et que l'on aborde déjà. C'est vrai que, Madame la secrétaire d'État, il est difficile d'expliquer lorsqu'on a quelques contacts avec des fédérations, avec des secteurs, avec des PME, et donc pas spécialement avec le grand capitalisme, avec, je veux dire, toute une série de personnes qui ont voulu prendre un risque, lancer leur entreprise, que, ben, du moins, en tout cas, tout particulièrement pour la deuxième vague, les primes à la fois sont arrivées plus tard par rapport à leurs voisins wallons ou flamands, et sont souvent moins élevés. On ne va pas refaire ici la comparaison. Et j'avoue que ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple de pouvoir expliquer en quoi ce retard est dû, surtout que je pense que la vague de faillite, elle, à Bruxelles, n'aura pas de retard, celle-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un paquet de mesures que vous avez annoncées la semaine passée. Je comprends qu'on ne peut pas revenir dessus maintenant. Mais la question qui a déjà été posée ici, je veux dire en complément des interpellations de Mme Lefranc, où je dis c'est difficile de rajouter quelque chose parce que c'était déjà très très bien, c'est quelle justification vous donnez-vous, je dirais, par rapport à ces retards-là et à ces différences-là en matière de montant de primes, en matière, je dirais, de soutien de Bruxelles à ces secteurs qui sont capitaux, on le sait, qui sont nourriciers, on le sait, qui sont porteurs, on le sait. Et puis, peut-être terminer par cette question où on entend à gauche, à droite, que peut-être certains auraient du mal à survivre, à passer cette crise, et qu'il faudrait y faire abstraction. Il faudrait ne pas aider ceux-là parce que malheureusement, ils étaient déjà pas très très bien et ils n'iront certainement pas mieux après. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que oui, vous êtes déjà dans une logique de filtre quelque part ou pas du tout? Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Lester. Alors, Rosa Moury, juste het woord. Je pense que Madame Zamoury, elle est connectée, avait demandé. Ah oui, il y a un souci avec son micro. Ok. Ok, le micro ne fonctionne pas, je comprends. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait eu d'autres demandes d'intervention? Je ne vois pas cela dans le chat. Ok, mais écoutez, alors, Madame la secrétaire d'État, je vous en prie. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, pour l'ensemble de ces questions et de ces interventions qui témoignent de votre préoccupation par rapport à la situation, une préoccupation que nous partageons, bien évidemment, tant au sein de mon cabinet, de mes administrations, que même au sein de l'ensemble du gouvernement. Et donc, depuis 11 mois maintenant, la grande majorité des entreprises et des commerces
de la région de Bruxelles-Capitale, l'ensemble est mis en difficulté de manière directe ou de manière semi-directe ou de manière indirecte. Ce sont autant, vous l'avez dit, en particulier M. Lester il y a un instant, ce sont autant d'hommes, de femmes, de familles qui vivent des drames économiques. Et les mesures sanitaires, vous le savez, elles suivent l'évolution des courbes de contamination. Et donc, la prévisibilité est complexe. Elle est très complexe, certainement. Et en premier, pour ceux et celles qui la vivent, qui doivent l'assumer, la subir, elle l'est aussi pour nous. C'est vrai que les vaccins apportent des perspectives, mais nous savons que l'apparition des nouveaux variants et leur évolution au sein de la population nous engage à la prudence. L'exercice auquel nous nous attelons depuis des mois est la recherche donc d'un équilibre fragile et perfectible entre le soutien aux entreprises et la soutenabilité des mesures sur le plan budgétaire pour la région. Vous êtes plusieurs à avoir souligné que pour les nouvelles primes, et c'est la seule chose que je vous dirais à cet égard-là, dans le cadre de la réponse à cette demande d'explication, des demandes fortes ont été exprimées par vous, par les secteurs, pour que les primes soient variables, qu'elles tiennent compte d'un certain nombre de critères qui permettent de nous exprimer, enfin, de nous indiquer quelle est la perte exacte ou approximative de chiffre d'affaires ou des frais fixes auxquels les entreprises concernées doivent faire face. Donc, les primes doivent être variables. Et c'est une demande donc forte de vous et des partenaires sociaux. Une demande forte également de concertation étroite et préalable pour les primes avec les partenaires sociaux. Donc, ces deux demandes expliquent que ça prend plus de temps, un peu plus de temps que quand on décide simplement d'adopter des primes qui sont linéaires et identiques pour chacune des entreprises concernées. Donc, cet exercice d'équilibre est difficile, mais il est nécessaire, et c'est l'exercice auquel nous nous attelons à chaque instant. J'aurai l'occasion, à la suite des questions qui vont suivre, de répondre plus en détail sur les différentes primes, le contenu des différentes primes que nous avons décidées. Si d'aventure, l'un ou l'autre d'entre vous ne devait pas être là, on s'arrangera d'ici à la fin de la commission pour que je vous donne bien les réponses à toutes les questions qui étaient bien... que vous avez pu exprimer en marge de cette demande d'explication ou pour lesquelles vous avez légitimement des questions, puis il s'agit d'éléments d'actualité. Donc, ne vous inquiétez pas, d'ici à la fin de la commission, vous aurez la réponse à toutes ces questions. Nous sommes donc conscients de la grande détresse de nombreux entrepreneurs et du soutien qui est indispensable. Le gouvernement fédéral, Madame Lahanan l'a souligné, a adopté des mesures très, très importantes, fondamentales pour effectivement... maintenir au maximum ces secteurs-là à travers des revenus de remplacement, que ce soit via le chômage temporaire ou l'octroi du droit passerelle doublé pour les secteurs qui sont toujours sous obligation de fermeture, à tout le moins jusqu'au 28 février 2021, et le maintien du droit passerelle simple en cas de perte significative du chiffre d'affaires, et ce jusqu'au 31 mars 2021 au moins. La question de la poursuite du moratoire ou non, c'est une question d'équilibre. Vous avez été plusieurs à le souligner. Vous avez été plusieurs à souligner aussi qu'elle ne relevait pas de nous. Et donc, nous attendons la décision qui sera prise au niveau fédéral. Mais pour répondre à vos questions et à celles qui concernent les compétences régionales, j'ai eu l'occasion de vous répondre à plusieurs reprises en commission. Pour ce qui concerne les statistiques, l'organe de la région est Perspective, qui regroupe l'IPSA, et qui est sous la tutelle du ministre Gatz. Les données officielles utilisées sont celles, effectivement, Madame Lahanan, de l'Office belge de statistique, à savoir Statbel. Toute autre donnée, et vous pouvez aller sur leur site et obtenir une série de statistiques et de classements des entreprises en fonction de différents critères. Toute autre donnée est une projection qui peut se faire sur base d'enquêtes, notamment celles qui sont menées par les fédérations patronales ou par des organismes externes pour nourrir le ERMG, et dont les résultats sont présentés sur le site de la Banque nationale de Belgique. Vous êtes plusieurs aussi à avoir mentionné, fait référence, c'est normal, c'était dans la presse hier, à l'étude qui a été commanditée par la Fédération des entreprises de Belgique. Nous l'avons évidemment examinée avec attention. Vous trouverez donc sur le site de Statbel l'ensemble des données officielles disponibles pour les 3 régions. Le nombre de faillites totales en région de Bruxelles-Capitale s'élève à 1502
Pour l'année 2020, il est possible donc d'affiner la recherche par type d'entreprise, par catégorie d'activité économique, également par classe de taille des salariés. Des graphiques sont aussi disponibles et donc je pense que en faire état ici de manière exhaustive dépasserait le cadre d'une réponse orale en commission et par ailleurs, c'est clairement sur ce site-là. Il en va de même sur les chiffres, sur les pertes de chiffre d'affaires. La situation est suivie au plus près et peut être suivie par chacun sur le site de la Banque nationale de Belgique. Quant à l'analyse de ces chiffres, vous le dites très bien, la situation induite par le moratoire sur les faillites nous donne une photo qui est artificielle de l'état de santé économique de la région. Et il est difficile, à ce stade, avec les données dont on dispose, toutes celles dont je viens de parler, d'établir une analyse qui serait vraiment pertinente et solide à cette heure. Néanmoins, tous les chiffres dont nous disposons font l'objet d'analyses sérieuses et approfondies par les différentes administrations, chacune séparément, mais aussi de manière collective à travers le monitorat ou à travers des études plus poussées, par exemple, qui nous viennent de Finance Brussels. Certaines enseignes historiques de la région ont déjà annoncé leur mise en faillite, vous les connaissez comme moi, et nous ne pouvons que craindre qu'elles soient suivies par d'autres. C'est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour soutenir un maximum les secteurs les plus touchés en concertation étroite avec leurs représentants qui connaissent au mieux les réalités de terrain, je vous le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que nous faisons pour anticiper la fin du moratoire ou pour anticiper ces situations-là? Je voudrais quand même attirer votre attention sur, dans l'étude qui est parue hier de la Fédération des entreprises de Belgique, sur les recommandations qu'ils font au pouvoir public sur les mesures à prendre pour effectivement anticiper ces faillites. Dans les mesures la liste des mesures qui sont indiquées par la FEB, toutes ne concernent pas les compétences régionales, mais dans celles qui concernent les compétences régionales, soit uniquement, soit les compétences régionales, mais aussi celles d'autres niveaux de pouvoir. Il y a la mobilisation du capital à risque et de l'épargne des citoyens, ou des prêts subordonnés. Comme vous le savez, ces mesures-là, ça fait fort longtemps que nous les avons mobilisées, que nous les avons mises en œuvre au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Pour vous dire donc qu'on n'a pas attendu cette dernière recommandations, même si elles sont absolument pertinentes, pour anticiper les situations difficiles auxquelles notre économie risque de devoir faire face dans les prochaines semaines. Je rappelle aussi le rôle du pôle d'accompagnement d'urgence qui, au 1er janvier 2021, avait traité 693 dossiers. Il s'agit, comme vous le savez, d'un partenariat entre les acteurs clés de la région, parmi lesquels BESI, via le centre pour entreprises en difficulté, les guichets d'économie locale, les plateformes d'autocréation d'emplois, Finance Brussels, Hub Brussels qui coordonne le pôle. À ce stade, Madame de Radigues, aujourd'hui, là, depuis le début de l'année, on n'a pas constaté d'augmentation significative des demandes. Ça reste linéaire. Enfin, je veux dire, on est sur un même rythme d'entrée des demandes qu'à la fin de l'année dernière. Vous le savez, les différents partenaires du pôle d'accompagnement offrent un accompagnement ciblé et personnalisé dans les heures qui suivent la demande et dans différents domaines comme le coaching, coaching psychologique, comptabilité, financement, démarches administratives, des expertises thématiques, des expertises juridiques, comptables, des expertises liées par exemple à des exportations, à des médiations, etc. Ensuite, nous travaillons effectivement à un dispositif spécifique de médiation et de soutien dans le cadre des PRJ, donc des procédures en réorganisation judiciaire. Cette mesure est en cours d'élaboration, mais comme vous l'avez dit, la potentielle réforme en elle-même, la réforme de la PRJ, est, elle, portée et relève du niveau fédéral. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les éléments que je pouvais apporter en réponse à cette question sur les faillites, enfin ces sujets relatifs aux faillites. Mais comme je vous l'ai dit en début d'intervention et comme Monsieur le Président vous l'a indiqué, pour toutes les questions qui concernent les primes, les nouvelles primes, celles qui avaient été adoptées aussi à la fin du mois de décembre, dont on avait par ailleurs déjà parlé lors d'une dernière commission, vous aurez encore les détails dans quelques instants. Merci, Madame.
la secrétaire d'État, pour l'ensemble de vos réponses. Madame Lefranc, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, juste une petite précision. Je suis désolée, effectivement, d'avoir un peu débordé sur la question initiale, mais reconnaissez que le climat actuel, quelque part, est très difficile, finalement, de limiter. On parle d'une question de Madame Berzin. Effectivement, je vais écouter avec attention la réponse à la question de Madame Berzin, mais elle parle des secteurs non essentiels et pas de l'ORECA. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le lien avec les 74 millions et qui me semblait pas tout à fait. C'est très difficile de cloisonner un débat comme celui-ci, qui est en lien aussi bien avec les primes, l'actualité, un moratoire, la fin du moratoire des faillites dans 4 jours. Ça met quand même la pression et alors on essaie de trouver des relais pour se dire bon, on maîtrise un peu la situation et tout ce qui est mis en place suffit pour y faire face. Alors, Madame la secrétaire d'État, vous avez tout à fait raison quand vous dites nous avons été demandeurs que des primes soient variables, qu'il y ait une adaptation, qu'on tient compte de la perte du chiffre d'affaires. Vous avez raison que nous réclamions effectivement un travail en collaboration avec les partenaires sociaux. Je pense que c'est essentiel de pouvoir avancer dans ce sens. Alors, quand on aborde la question des faillites et la fin du moratoire, on a tout à fait conscience qu'il y a un enjeu important des décisions qui seront prises. Elles vont au niveau fédéral et elles vont impacter les entreprises bruxelloises. Alors oui, on est en attente. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes dans une situation d'attente que le fédéral. Donc le fédéral, le moratoire est dans 4 jours. Hein. Dans 4 jours, il y a des gens qui vont voir leur vie basculer. Et j'entends bien les différentes réponses que vous avez dites. Alors, fin des aides, c'est pour le 31 mars, mais on attend de savoir est-ce que ça va être prolongé. Fin du moratoire, on attend de savoir est-ce qu'il y a une prolongation qui va être faite. Je vous demande une analyse, vous me dites non. L'analyse, on est en attente, on a alors vous m'indiquez, et je vous remercie, où je dois aller trouver toutes les données. Vous dites, l'analyse, il n'y a pas de problème. On est en attente justement de cette analyse des chiffres pour essayer de comprendre comment évolue la situation. Et quant à ma question sur l'anticipation, que prévoyez-vous pour anticiper? Vous me dites, écoutez, la FEB, elle a déterminé quelle est la compétence de chacun. Et moi, en ce qui me concerne, il y a 2 choses, mobilisation des capitaux à risque et prêts subordonnés, et je ne les ai pas attendus parce que je les ai mis en place. Tout à fait d'accord avec vous, Madame la secrétaire d'État. Mais quid? Vous venez avec autre chose, vous proposez autre chose, parce que ça, nous le savons, vous l'avez mis en place et nous reconnaissons votre charge de travail. On n'est pas là pour avoir un banc des accusés, c'est juste, je vous pose légitimement en tant que parlementaire, est-ce que vous venez avec de nouvelles propositions? Parce que la situation est critique et parce qu'on ne peut plus attendre, parce qu'attendre 4 jours, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de délai et que l'anticipation et les propositions doivent être formulées et elles doivent être claires. Alors, vous parlez du pôle d'accompagnement, ok, très bien, heureusement. Vous parlez du PRJ, c'est fédéral, mais vous dites c'est en cours de réalisation. Mais de toute façon, on n'a plus le temps d'attendre, c'est dans 4 jours. Donc, désolé de venir avec des éléments supplémentaires que je demande par rapport à ma question. C'est juste pour comprendre, dans une situation inédite où, par ailleurs, beaucoup de choses ont été faites et même notre groupe politique l'a reconnu au niveau de la région. La seule chose ici, c'est devant nous. D'ici la fin du week-end, il y a des gens dont leur société va être en faillite. Qu'est-ce que l'on fait? Telle était ma question et malheureusement, je n'ai pas eu les réponses. Je vous remercie. Merci, Madame Lanen. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais remercier la ministre pour ses réponses. Et comme je le soulignais dans mon intervention, je crois qu'il y a une série de questions qui relèvent d'autres entités, que ces questions-là doivent être posées dans les assemblées concernées. Je sais que ce n'est pas évident et donc je pense qu'il n'est pas utile de charger ou d'essayer de mettre en difficulté un gouvernement qui fait son maximum pour soutenir nos entreprises, avec effectivement les moyens qu'il a à sa disposition. Ce n'est pas simple et donc je pense qu'ici, il est plutôt temps de se serrer les coudes et je suis persuadée que la ministre arrivera avec des propositions qui pourront en tout cas nous satisfaire et satisfaire l'ensemble des secteurs. Mais surtout, j'ai hâte aussi d'entendre sa réponse relative au soutien qui va être apporté par le gouvernement bruxellois aux entreprises de notre région. Merci.
Merci, Madame Lalanne. Madame de Radiguez. Oui, bonjour, merci. Donc oui, merci pour la réponse. La situation est dramatique. Elle est en effet, elle va commencer évidemment juste après la fin du moratoire. Et ça montre aussi la difficulté de notre pays avec les différentes compétences, avec le fédéral, la région. Je pense en effet que les choses au niveau de la région, bah, vous l'avez dit, et il y a une vraie attention à la problématique des faillites. Il y a un vrai soutien pour le tissu économique bruxellois. Et il va falloir en effet coopérer, comme je disais, avec les autres niveaux de pouvoir pour trouver des solutions. Malheureusement, elles ne seront pas uniquement à l'échelle de la région et dans les compétences de la région. Et donc cette coopération, elle est en marche. Donc c'est positif. Il y a des pistes sur la table. Elles doivent venir en effet rapidement. Et puis voilà, il faudra se mettre tous ensemble et donc coopérer avec, comme vous le faites déjà, tous les partenaires sociaux, avec tous les secteurs, mobiliser, comme vous le faites aussi, l'épargne, alors des entreprises, des citoyens qui ont encore la chance d'en avoir et tout pour soutenir ce tissu économique et, comme je disais, surtout celui qui fait vivre et qui est ancré à Bruxelles. Donc voilà, donc bon travail. Bon, je sais que vous travaillez beaucoup et bonne continuation. La tâche est difficile et comme je disais, ben voilà, c'est surtout difficile pour évidemment les entrepreneurs qui sont en difficulté. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Dagrin. Oui, brièvement. Donc effectivement, nous avons aussi lu dans la presse et le communiqué de presse du gouvernement annonçant les mesures complémentaires que je vais baptiser Plan Tétra. Je pense que c'est le titre qui est donné. Donc ça vaut la peine effectivement d'avoir un débat dans cette commission. Donc je suis assez d'accord avec Madame Lefranc. Donc ces mesures vont permettre d'éviter des faillites, j'en suis certain. Donc ça va dans le bon sens. Mais il faut que ces mesures soient d'application avant l'aveu de faillite. Et les aveux de faillite vont arriver dans les semaines qui viennent. Et cette mesure sera d'application plus tard. Donc là, il y a quand même quelque chose d'étrange. Monsieur Lester? Je ne vois pas. Non, je ne le vois pas. Et meneer Verstraeten? Non. Ja, sorry. Geen probleem, meneer de voorzitter. Een heel korte reactie op iets wat u gezegd hebt. En het klopt wat dat meneer Dagrin zegt. De maatregelen moeten er natuurlijk tijdig zijn om effectief faillissementen te voorkomen. En op de juiste plaats toekomen, hè, om het zo te zeggen, en tijdig. En ik hoor het u wel zeggen, mevrouw Terugte, dat u zegt gerichte maatregelen, gebaseerd op het verlies van zakencijfer, etc., aangepast aan de verliezen van de ondernemingen. Oui, ça a pris du temps, c'est plus compliqué que des primes linéaires. Oui, mais les primes linéaires, ils ont pris du temps aussi. Daar heeft het ook iedere keer heel lang geduurd in Brussel, eer we effectief die premies hadden uitgewerkt. En hier is het in zekere zin niet anders, want interventies die aangepast zijn aan het verlies van het zakencijfer van de onderneming, ja, sorry, maar die bestaan in Vlaanderen ook al maanden. En het is goed dat die bijvoorbeeld nu ingevoerd worden in Brussel, maar dat had, wat mij betreft, ook vroeger kunnen. Dus ik herhaal het nu al maanden, maar mijn kritiek blijft in essentie dezelfde. Het is te vaak, te weinig en te laat vooral. Dus ik weet niet of dat zo zal blijven, of dat we altijd maar zullen blijven bijbenen, of dat we altijd net een beetje na die anderen gaan komen, net na wanneer het nodig was. Maar ik moet u toch aan, er zou meer anticipatie moeten zijn. Er zou sneller, gerichter moeten opgetreden worden dan vandaag het geval is. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour. Et est-ce que Madame Rita, vous souhaitiez encore? Oui, simplement. Je ne vais pas rajouter grand-chose de neuf. Peut-être que je n'ai pas été assez claire. Je peux peut-être vous inviter à relire quand le compte-rendu sera disponible ce que j'ai indiqué. Dans les données, je vous ai fait un panorama des données qui sont disponibles.
certaines des données disponibles qui émanent de la région ou des organismes officiels. Certaines s'appuient sur des faits. Or, vous le savez, puisqu'il y a le moratoire sur les faillites, ces faits ne sont pas le reflet exact de la réalité. D'autres de ces données qui sont disponibles aujourd'hui sont des projections. J'ai voulu vous expliquer quel était l'état des données disponibles. Toutes ces données sont analysées depuis le début de la crise par les services régionaux, notamment à travers le monitoring. Quant aux mesures qui sont mises en place, donc je n'ai pas fait je n'ai pas fait la revue de l'ensemble des mesures qui ont été adoptées depuis le début de la crise et que vous connaissez. J'en ai signalé une série d'entre elles qui sont déjà mises en place, qui sont prêtes en fait, je veux dire, elles sont disponibles et qui en plus, on nous a confirmé cette semaine, notamment à travers l'étude de la FEB, que c'était effectivement les mesures qui devaient être là par rapport à la situation que l'on va connaître suite à la fin du moratoire des faillites. Il y a le pôle d'accompagnement d'urgence, il est prêt, il est expérimenté, il est réactif. Il y a les primes, il y a des mesures comme par exemple les mesures loyers, il y a les prêts subordonnés. Donc la FEB nous a confirmé que c'était ça que nous devions faire. Ils ont même été élargis, comme vous le savez. Il y a le prêt proxy qui est prêt, qui est disponible. Et il y a un nouveau dispositif, effectivement, de soutien par rapport à la PRJ. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et s'il y a d'autres mesures à adopter parce que vous ou d'autres acteurs économiques nous demandent de les prendre, nous sommes réactifs. Comme vous le savez, nous recevons les partenaires sociaux très, très régulièrement, de manière formelle, à travers le Conseil économique et social, de manière informelle quand ils le souhaitent, et régulièrement aussi, toutes les 2 semaines, à travers la task force économique qui aura d'ailleurs lieu demain après-midi. Voilà, je peux considérer alors l'incident comme clos. Très bien. Alors, pour la suite de nos travaux, je vais juste céder un moment la présidence à Madame de Radiguès. Madame de Radiguès, est-ce que c'est OK pour vous? Très bien. Oui, pas de problème. Voilà, merci. Alors, nous allons passer donc à la question de Monsieur Icasban. Est-ce qu'il est là? Parce que je ne le vois pas. Bon, comme je ne le vois pas, je vais... Madame la Présidente. Oui. Sa question est transformée en question écrite. Ah, d'accord, ça va. Oké, merci. Alors, dus we gaan nu dan voor de mondelinge vragen van de heer Matthias van den Dorre betreffend de mogelijke gewestelijke steun voor de noodlijnen SL Paleis. Voilà, u hebt het woord, meneer Van den Dorre. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedemorgen, collega's. Normaal was de vraag gericht aan de minister-president, maar dus bij deze stel ik ze aan u, mevrouw Drachten. Door de vele annuleringen van beurzen en tentoonstellingen verwacht Brussels Expo dat de verliezen dit en volgend jaar zullen oplopen tot 50 miljoen euro. De Heizelpaleizen zijn eigendom van de stad Brussel en zijn natuurlijk ook duur in onderhoud. De CEO van de Stads-VZW wil daarom dat het Brussels stadsbestuur de onderhoudskosten op zich neemt. De burgemeester gaat daar voorlopig nog niet op in. Dit is toch wel een beetje een schizofrene situatie, want de bestuurders van de Stads-VZW zijn voornamelijk ook de bestuurders van de stad. Zo moet je immers lid zijn van de Brusselse gemeenteraad en door die laatste gemandateerd worden om bestuurder van Brussels Expo te worden. Daarnaast is natuurlijk de burgemeester sowieso van rechtswege lid en is hij de voorzitter van de raad van bestuur. Gezien de duidelijke link tussen deze twee, vrees ik dat het verlies van 50 miljoen euro voor de Stads-VZW uiteindelijk een extra factuur voor de Brusselaar zal zijn. Indien de expohallen zouden worden uitgebaat door een privévereniging en niet door een Stads-VZW, ligt het financiële risico dus volledig bij de privé. Het is tijd, denk ik, dat het Brussels stadsbestuur in tijden van crisis zich focust op haar kerntaken. U heeft reeds in de vorige legislatuur uw standpunt omtrent de mogelijke uitbating van de Heizelpaleizen door een privéspeler vertolkt. En dat is natuurlijk de woorden van de minister-president. Ik citeer: als we de privésector alleen verantwoordelijk maken voor cultuur, zullen alleen nog de massa-muziektrends aan bod komen. Het Antwerpse Sportpaleis is eigendom van Live Nation, een multinational die in de hele wereld concerten en tours opkoopt.
Dat cultuurmodel draagt mijn voorkeur niet weg. Voor mij heeft de overheid zeker een culturele rol te spelen, aangezien cultuur emancipeert. Einde citaat. Burgemeester Klose onderzoekt verschillende scenario's, maar volgens hem is het duidelijk dat er steun van verschillende beleidsniveaus voor de Heizelpaleizen zal moeten komen, idealiter ook van het gewest. In dat verband heb ik dus de volgende vragen. Ten eerste, heeft het Brussels staatsbestuur of Brussels Expo het gewest reeds gecontacteerd voor steun voor de Heizelpaleizen? Is het gewest ingegaan op de vraag om steun te verlenen aan Brussels Expo? In bevestigend geval, hoe ziet die steun aan Brussels Expo eruit? Wat krijgt het gewest in ruil voor die steun? Indien nee, waarom gaat het gewest niet in op de vraag? Indien het gewest steun verleent aan Brussels Expo, is dat geen vorm van oneerlijke concurrentie? Moet die steunmaatregelen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties van de Europese Unie? Heeft het gewest weet van andere beleidsniveaus die steun zullen verlenen of reeds verlenen aan Brussels Expo? In bevestigend geval, welke beleidsniveaus worden die verschillende subsidiestromen gecoördineerd? En tot slot, vindt u ook niet dat het tijd is dat het Brussels stadsbestuur in tijden van crisis zich focust op haar kerntaken? Zou het niet interessant zijn om de uitbating van de Heizelpaleizen te gunnen aan een private speler, op voorwaarde uiteraard dat deze de onderhouds- en renovatiekosten draagt? Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Bedankt, mevrouw de staatssecretaris. U hebt het woord. Dank u, mevrouw de voorzitter, meneer het parlementslid. Brussel Expo is in feite een gemeentelijke structuur van de stad Brussel. Het is dus niet aan mij om mij uit te spreken over het beleid dat de stad daar zou moeten ontwikkelen. De MAIS-strategie, MAIS voor Meetings, Incentive, Conference en Exhibition, op de IJssel zit, is ook besproken door de minister-president, inderdaad, in de Commissie voor Territoriale Ontwikkeling van 7 december vorig jaar in antwoord op een vraag van meneer Comans de Brachenne. En zoals hij aangaf, is de maïssector een van de meest strategische economische sectoren van het gewest. We zullen dus ervoor moeten zorgen dat onze toekomstige infrastructuur voldoet aan de nieuwe markteisen die de huidige gezondheidscrisis met zich meebrengt. Met de gewestelijke overheidsinstelling Visit Brussels wacht het gewest hard om een nieuwe herstel in 2021, zoals het al had gedaan via het relance-plan voor 2020, door een fonds te creëren om de business-to-business activiteit nieuw leven in te blazen. De regering zal uiteraard aandacht besteden aan deze banenscheppende en economisch belangrijke sector, maar ook aan de onvermijdelijke transformatie ervan. Deze gezondheidscrisis zal immers zeker gevolgen hebben voor de verplaatsingswijzen en de wijze van vergaderen met de opkomst van virtuele of gemengde vergaderingen. We hebben regelmatig contact met de maïssector. Zo was er op 12 januari van dit jaar een werkgroepvergadering met de evenementen- en toeristische sector. En op 21 januari een vergadering in aanwezigheid van de sector, de vakbonden, de minister-president, de minister van de Begroting, de minister van Werk en mezelf. De geformuleerde verzoeken hadden betrekking op aanvullende financiële steun, maar dit was voor de beslissing in verband met de Tetra-premie, een waarborgfonds, een campagne om de aantrekkelijkheid van de sectoren te verzekeren. De regering bestudeert deze vragen. Wat mijn bevoegdheden betreft waren de eerder voorgestelde premies, gezien de bedragen, bestemd voor KMO's. Brussels Expo kwam niet in aanmerking voor deze premies, omdat de VZW meer dan 50 voltijdsequivalenten telt. Wat Finance and Invest Brussels betreft, heeft Brussels Expo geen achtergestelde lening aangevraagd in het kader van de gedelegeerde opdracht.
Daarnaast wil ik meegeven dat een van de vaccinatiecentra op de Ezel zal komen. Het wordt ingericht met 20 vaccinatieboxen, zodat er 100.000 personen per maand terecht kunnen. Het zal het grootste centrum zijn, aangezien 2 andere centra plaats zullen bieden aan 10 boxen en nog eens 7 anderen aan 5 boxen. De vaccinatie zal er van start gaan op 1 februari en dat voor ambulant personeel dat in contact komt met COVID-patiënten. Dit getuigt van een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Tot zover mijn antwoorden. Bedankt, mevrouw de staatssecretaris. Wilt u iets toevoegen, meneer Van der Borre? Ja, dank u wel. Ja, mevrouw de staatssecretaris, u antwoordt natuurlijk helemaal niet op mijn essentiële vraag. En die vraag is duidelijk. Heeft Brussels Expo het gewest gecontacteerd voor steun? Zo ja, wat is er daar toen afgesproken? Is er steun of zal er steun worden toegekend? Zo nee, waarom niet? Dat is een heel duidelijke vraag en u hebt daar helemaal rond gefietst. Ik heb helemaal natuurlijk, ja, dat is misschien interessant hè, dat er overleg is met de sector. Hè. Dat is ook goed natuurlijk. Ik zeg helemaal niet dat Brussels Expo de enige is, maar het is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hè. Als we weten dat er mogelijk een factuur ligt te wachten van 50 miljoen euro, dan denk ik dat we er toch wel zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen wat uw reactie daarop is. Maar u heeft vandaag niets daarover gezegd. Dus ja, het zou mij niet verbazen als ik een van de komende dagen of weken daarover iets lees in de pers, hè, dat er weer iets aangekondigd wordt, een of ander overleg met de burgemeester en een tweetje met minister-president Vervoort. En dan heb je gewoon in feite informatie achtergehouden. Want het kan toch niet zijn dat er nu op dit moment geen enkel overleg is met Brussels Expo. Dat lijkt me toch bijzonder straf. Moesten daar geen contacten worden gelegd met deze organisatie over eventueel financiële steun. Dus mijn laatste vraag is dan ook, Brussels Expo wordt momenteel ingericht als testcentrum. Wat is de vergoeding die Brussels Expo daarvoor krijgt? Ik heb in het kader van mijn bevoegdheden geantwoord. Brussels Expo had geen recht op de premies en heeft Finance Brussels niet gevraagd voor hulp in het kader van de gedelegeerde opdracht. Ik heb de antwoord op de vergoeding voor de vaccinatiecentrum niet mee, maar ik kan het later geven. Ja, dank u wel. Dat is al één element, maar natuurlijk, de regering is één en ondeelbaar. Ook niet. Dus als u antwoordt van ik heb geen weet van steun, ja, dan is het natuurlijk de minister-president. Ik heb de vraag aan hem eerst gesteld om daar duidelijkheid over te creëren. Dus ik heb toch eigenlijk heel weinig antwoorden gekregen op mijn vragen. Oké, ik denk dat we moeten hier afronden. Voilà, u kan natuurlijk verder bevragen of een schriftelijke vraag indienen om verder te gaan voor de cijfer. Oké, bedankt. Dan gaan we verder. Donc, nous continuons avec la question orale de Monsieur Lester concernant le soutien du gouvernement bruxellois aux entrepreneurs locataires sur les sites de CityDev. J'espère que vous avez une meilleure connexion maintenant. À vous la parole, Monsieur Lester. Oui, j'ai changé d'étage. J'espère que c'est mieux maintenant, Madame la Présidente. Rebonjour, Madame la Secrétaire d'État. Voilà, je vais la faire court parce que revenir sur évidemment la situation catastrophique de nombreux entrepreneurs est importante, mais vous la connaissez et on l'explique ici, tous les commissaires depuis 1 heure bientôt. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la raison de ma question ici, c'est un courrier qui m'a été adressé, je l'avoue, en décembre, où on me rapportait que certains entrepreneurs locataires qui exerçaient leur activité professionnelle sur l'un des sites de CityDev disposaient a priori pas d'aide spécifique pour le paiement de leurs canons, dehors d'une proposition d'appui. Celui qui m'a contacté avait un canon estimé à 26 000 € par an. Et donc c'est vrai que vu qu'aucun chiffre d'affaires n'avait pu être enregistré pour cette entreprise, un apurement de la sorte n'est pas suffisant, ou en tout cas risque d'être assez fatal. Alors je sais que, pour m'être renseigné, les collaborateurs font leur maximum
pour tenter d'aider ces entreprises. Mais quand même de ces faits, vu que CityDev dispose, sauf erreur de ma part, de fonds propres quand même sympathiques, puisqu'on parle de plus de 511 millions d'euros, et enregistré en 2019 des bénéfices à hauteur de 11,8 millions d'euros. Elle dispose donc CityDev de plus de moyens pour se permettre de trouver avec les exploitants locataires des modalités de paiement, avoir une suppression du canon pour motif exceptionnel qu'est le Covid. Et donc dans ce cadre-là, j'avais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez édicté, ou est-ce que le gouvernement en tout cas a édicté des consignes spécifiques concernant les baux qui dépendent de CityDev? Des aides spécifiques ont-elles été décidées à l'égard des entrepreneurs qui connaissent donc cette baisse significative de leur chiffre d'affaires? Et si oui, lesquelles? Vu les données financières de la SDRB, comment expliquez-vous ce manque qualifié d'empathie à l'égard d'entrepreneurs en grande difficulté? Quel accompagnement dont disposent ces entrepreneurs locataires afin de pouvoir trouver auprès de CityDev une issue favorable aux difficultés rencontrées? Combien de demandes en ce sens avez-vous peut-être pu recevoir et ont été communiquées au service de CityDev? Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà pu trouver une issue favorable alors pour avoir un touche d'optimisme ce matin? Des demandes d'intervention dans ce genre de dossier ont été transmises à votre administration dans ces difficultés financières et quelles issues ont été trouvées? Ça rejoint un peu les autres questions. De manière générale, pour terminer, quelles sont les aides auxquelles pourront prétendre ces entrepreneurs étant donné que la mesure loyer adaptée par le gouvernement bruxellois le 18 décembre dernier ne concerne pas les baux commerciaux? Merci, Madame la Secrétaire. Merci beaucoup, Monsieur Leisters. Madame la Secrétaire d'État, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est Monsieur le député. Dès le premier confinement, les services de CityDev ont été sollicités par des entreprises amphithéâtres ou locataires concernant le paiement de leurs canons ou de leurs loyers. Mes collaborateurs ont donc rapidement pris contact avec CityDev ou l'inverse, afin qu'un groupe de travail soit mis en place pour réfléchir aux mesures pour aider les entreprises donc hébergées par CityDev. Le 24 avril 2020, le conseil d'administration de CityDev validait une note qui reprenait les résultats de ce groupe de travail. À l'instar des mesures de soutien prises par le gouvernement fédéral et celui de la région de Bruxelles-Capitale, la mesure présentée au conseil d'administration en avril visait à préserver la liquidité des entreprises touchées par la crise et à préserver ainsi les entreprises d'une éventuelle faillite. Ainsi, CityDev a proposé aux entreprises qui en ont fait la demande des facilités de paiement pour les loyers et les canons du deuxième trimestre 2020. Ces loyers et canons sont à rembourser sur une période de maximum 2 ans à partir de janvier 2021. Pour être éligibles à ces mesures, les entreprises devaient répondre aux critères retenus par le gouvernement pour l'octroi de la prime d'aide régionale de 4 000 €. CityDev a considéré toutefois devoir étendre ces mesures aux entreprises qui pouvaient être touchées de manière indirecte, par exemple les fournisseurs d'entreprises du secteur de l'ORECA ou de l'événementiel. Les dossiers de ces entreprises sont examinés au cas par cas sur la base des critères suivants. Ils font un lien avec des entreprises qui pouvaient bénéficier de la prime de 4 000 €. Il fallait un impact de la crise sur le chiffre d'affaires, il fallait une capacité financière minimale de l'entreprise, un taux important d'emploi avec une attention particulière au taux d'emploi non qualifié et une absence de plan d'appurement en cours avant le 1er mars 2020. Au total, 51 entreprises, locataires ou amphithéâtres, ont marqué un intérêt pour ces mesures de CityDev. CityDev a pris contact avec chacune d'elles. Un courrier et un formulaire de demande d'information leur ont été envoyés. 17 de ces 51 entreprises ont renvoyé le formulaire complété. Les autres n'étaient pas intéressés par la mesure mise en place. Et sur les 17 formulaires, 16 ont été validés par les services de CityDev et un plan d'appurement a été proposé aux entreprises concernées. À ce jour, 12 entreprises ont accepté et renvoyé le plan d'appurement signé pour accord. En date du 22 janvier 2021, le conseil d'administration de CityDev a validé une nouvelle mesure qui vise à octroyer aux entreprises de CityDev qui en font la demande un report de paiement de 12 mois de loyer ou de leur canon, soit pour les loyers et les canons qui concernent les 2e, 3e, 4e trimestres 2020 et le 1er trimestre 2021. La durée de remboursement pourra osciller entre 3 et 5 ans. Donc, vous voyez qu'on élargit les possibilités antérieures, avec une période de franchise pour le remboursement qui peut aller également de 3 à 5 ans. Donc, avec la possibilité, on donne au maximum la possibilité pour ces entreprises de se remettre, entre guillemets.
Il faut également souligner que CityDev se coordonne avec la task force régionale et même fédérale pour inscrire ces mesures dans un cadre cohérent. Par exemple, les recommandations faites à CityDev de ne pas créer de différence de traitement entre entreprises selon la nature privée ou publique de leur bailleur. Donc, le CityDev a depuis le début pris une attitude bienveillante vis-à-vis de ses locataires et amphithéâtres en étant tolérant sur les retards de paiement des loyers des amphithéâtres. CityDev a, par exemple, suspendu jusqu'au mois d'octobre l'envoi de rappels. Le retard de paiement des loyers et canons est aujourd'hui supérieur à 2 millions d'euros par rapport à la situation hors COVID, ce qui a évidemment un impact aussi sur la trésorerie de CityDev. Enfin, concernant votre dernière question, la mesure sur les loyers commerciaux bénéficie à tous les locataires et bailleurs, à l'exception des bailleurs publics régionaux qui ont fait partie des mesures du plan de relance, ces mesures que je vous indiquais au début de ma réponse. Voilà, Monsieur Lester, les éléments que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Lester. Vous voulez une réplique? Très courte, Madame la Présidente. Merci beaucoup, la secrétaire d'État, pour votre réponse. J'entends que des efforts ont en effet été produits par CityDev. Je vais me renseigner pour voir s'ils sont à la hauteur des attentes. Je comprends qu'il y a en effet une volonté de lisser la dette. Pas encore, ou potentiellement pas, de volonté de supprimer une partie ou tout ou partie. Je comprends que c'est une demande qui peut être très ambitieuse. Mais c'est vrai que eu égard au fond, du moins à la trésorerie dont semble disposer CityDev, demande si quand même certains cas exceptionnels ne pourraient peut-être pas être envisagés en la matière, tenter de maintenir une activité économique forte à Bruxelles. Mais nous reviendrons à renseignements pris ultérieurement sur ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lester. Alors, nous allons continuer avec la question orale de Madame Barzin concernant les grands plans et notamment le plan industriel, le PREC et Good Food. Donc, j'imagine que Madame la secrétaire d'État sera alors porte-parole des autres ministres à qui cette question était adressée. Merci, Madame la Présidente. Madame la secrétaire d'État, la crise du Covid-19 a poussé la région à adopter les mesures d'urgence. Nous y reviendrons tout à l'heure. Toutefois, les mesures structurelles seront nécessaires pour veiller à la relance de l'économie bruxelloise. En effet, le groupe MR craint que le gouvernement régional, se focalisant sur les mesures indispensables à court terme, mette dès lors de côté d'autres grandes réformes. Une question que l'on se pose est donc la suivante: quid des grands plans, des grandes réformes prévues? Qu'en est-il de la réalisation du plan industriel que vous souhaitiez adapter afin qu'il réponde aux enjeux environnementaux? Quelles sont les avancées en matière d'e-santé telles qu'elles ont été envisagées dans ce plan, puisque c'était un des axes forts aux côtés, par exemple, du numérique? Pour quand l'adaptation de ce plan est-elle prévue? Quelles sont ses ambitions aujourd'hui? Qu'en est-il du plan régional en économie circulaire, le PREC? Le budget moyen annuel de ce dernier s'élevait à 10 millions d'euros jusqu'en 2020. Ce plan devait être réactualisé. Qu'en est-il? Votre gouvernement dit vouloir relancer l'Alliance emploi-environnement. Par conséquent, pouvez-vous nous dire ce qu'il va advenir du PREC? Celui-ci va-t-il être supprimé simplement? Par ailleurs, à l'instar de la stratégie Good Food, nous attendons toujours l'évaluation du PREC. Pouvez-vous nous dire quand nous aurons ces deux évaluations? Où en est-on dans la réforme annoncée ainsi que dans les mesures visant à la simplification administrative? Une nouvelle ordonnance est-elle prévue? Si oui, selon quel agenda? La lettre d'orientation générale évoque la possibilité de redéfinir la politique de cluster. Qu'en est-il? D'avance, nous vous remercions pour l'ensemble de vos réponses à ces questions. Merci, Madame la secrétaire d'État. Oui, je vous remercie, Madame Barzin, pour votre question. La déclaration de politique régionale a effectivement mis en priorité la transition environnementale et sociale autour de la question climatique avec des objectifs de réduction à 2030 et de neutralité carbone à 2050. Ce faisant, la DPR a décliné cette transition en plusieurs éléments, dont effectivement l'alliance rénovation, emploi, finance et une transition économique décarbonée, circulaire, régénérative, sociale et démocratique, de même que digitale. La région est, vous l'avez souligné, riche en plans et stratégies qui touchent à l'économie, que ce soit Good Food, le PREC, le SBA, le plan Next Tech ou le plan industriel, par exemple.
il faut constater d'une part que les plans à portée économique ne sont pas suffisamment imprégnés des objectifs environnementaux, et d'autre part que les plans environnementaux ne s'appuient pas suffisamment sur les instruments économiques et sur l'écosystème public de soutien aux entreprises. Ce sera le défi de la future stratégie de transition économique en préparation qui intégrera, ce ne sera pas un plan en plus, mais qui intégrera les plans économiques, donc comme le SBA, le plan industriel ou NextTech, mais également les dimensions de l'entrepreneuriat social et démocratique. Et elle intégrera aussi le volet économique des plans environnementaux, absorbant donc le volet économique du PREC, et soutiendra les dynamiques économiques liées par exemple à Good Food ou au plan de gestion des ressources et déchets. Quant à la question de la rénovation énergétique des bâtiments portée par mon collègue Alain Marron, elle fera l'objet d'une alliance rénovation-emploi-financement spécifique dont le processus démarre début 2021 et elle intégrera les différentes thématiques pour donner une vision globale et transversale à la rénovation, en ce et y compris le volet construction du PREC. Concernant Good Food, l'évaluation de la stratégie sera présentée publiquement le 22 février 2020 et un événement lancera un processus de co-création de la nouvelle stratégie Good Food. Tout ceci se prépare et se réalise donc dans un contexte de gestion de la crise Covid et qui mobilise pleinement, vous le savez, les administrations de l'économie, en particulier BEE et Hub. Ces dynamiques sont donc bien sûr en préparation, elles continuent, elles suivent leur cours, mais à une allure qui tient compte de cette mobilisation autour de la crise sanitaire. Ainsi, enfin, dans le cadre de la DPR et de la préparation de la stratégie de transition économique, plusieurs dossiers ont néanmoins donc pu avancer. Par exemple, le développement d'instruments financiers comme le prêt proxy, l'épargne citoyenne, la recapitalisation de Finance and Invest et sa stratégie d'investissement, stratégie qui a été adoptée à la fin du mois de 2020 et qui repose donc sur des thèmes d'investissement et des piliers d'investissement. Le contrat de gestion de CICIDEF qui a été adopté par le gouvernement il y a 2 semaines. La préparation d'un dispositif de simplification administrative du type de la CIRED pour traiter les besoins des entrepreneurs à lever les barrières juridico-administratives à l'entrepreneuriat. C'était une demande forte évidemment du SBA à travers une structure donc, de discussion commune publique-privée pour identifier et prioriser et trouver des solutions aux situations les plus compliquées. Enfin, un autre élément qui a avancé également, c'est l'amplification de l'appel à projet bicirculaire avec une priorité donnée à la production urbaine et industrielle et 2 millions d'euros supplémentaires qui ont été dégagés en 2021 à cet égard. Concernant les clusters, le travail d'analyse et de redéfinition du rôle des clusters a commencé. Je vous propose que nous en reparlions dès que nous aurons procédé un minimum ou que nous aurons un minimum de retour relativement à cette évaluation. Voilà, Madame Barzin, les éléments que je pouvais vous apporter aujourd'hui en réponse à cette question. Merci beaucoup, Madame Barzin. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour les précisions que vous m'avez apportées. Voilà, on oppose quelque part l'urgence et ces plans de plus grande envergure. Néanmoins, ici, c'est vraiment toute une stratégie qui est en train d'être changée. Et donc là, on a quand même besoin de davantage de précision sur les modalités aussi dans le temps de cette nouvelle stratégie de transition économique, de savoir ce qui va rester des plans anciens, ce qui va en être retiré, parce qu'effectivement, notre région, vous le savez, est confrontée à de grands enjeux de redynamisation économique et par exemple, la question de la santé, la question du numérique sont vraiment au cœur d'un redéploiement nécessaire. On aimerait savoir aujourd'hui quelles sont les ambitions précises qui tiennent encore et quels sont leurs délais de réalisation. On sera vraiment attentif à tout ce que vous annoncez, mais c'est vrai que dans ce que vous indiquez, il manque quand même beaucoup de délais. Merci dès lors et nous reviendrons sur ces questions. Merci.
Alors, nous allons continuer avec la question orale de M. Koyunchu concernant les factures pour ramassage de déchets envoyés aux établissements Horeca fermés. Voilà. M. Koyunchu. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Madame la Secrétaire d'État, je ne vous apprends rien en disant que les établissements Horeca vivent des heures très noires ces temps-ci. Le thème revient d'ailleurs assez souvent dans les discussions de notre commission. L'arrivée de l'année 2021 ne permet pas à ces petits brasseurs, restaurateurs et cafetiers d'oublier l'année noire de 2020, dans la mesure où, au moment de boucler cette question, on ne sait toujours pas quand ils pourront rouvrir leurs établissements, désespérément fermés depuis la mi-octobre, c'est-à-dire depuis plus de 3 mois. Si ce début d'année n'est pour eux en rien moins sinistre que l'année horrible que nous voulions tous laisser derrière nous, je suis tenté de citer le président Jacques Chirac qui disait « Les emmerdes, ça vaut toujours un escadrille ». Nous apprenions il y a quelques jours que la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, en l'occurrence la SABAM, a en dépit de tout bon sens envoyé sa facture annuelle servant à rémunérer les droits de diffusion de la musique et donc les droits d'auteur, et ce alors que les concernés accusent le coup de 2 lockdowns en une année, dont le deuxième n'est pas encore terminé, que leurs trésoreries sont exsangues et que leurs activités sont réduites à néant. Mais ce n'est pas tout. J'apprends également que ces mêmes tenanciers du secteur de l'Horeca viennent de recevoir les factures pour le ramassage de déchets des établissements qui sont toujours fermés, qui n'ont aucune activité et donc qui ne génèrent pas de déchets. Madame la secrétaire d'État, il faut raison garder. Nos petits cafetiers n'ont plus de liquidité car ils n'ont plus d'activité depuis des mois. On ne peut pas les accabler de factures pour des services auxquels ils n'ont pas fait appel, faute de pouvoir faire marcher leur activité. J'en viens donc à mes questions, Madame la secrétaire d'État. Comment se fait-il que des factures continuent d'arriver alors que les établissements Horeca ainsi que les commerces dits non essentiels gardent leurs portes closes et ne génèrent plus de déchets? À quoi se montent-elles? Est-ce qu'à tout le moins, les périodes de fermeture sont déduites? Est-il possible de faire quelque chose pour, à tout le moins, réduire au maximum ces factures à leur juste montant correspondant aux périodes de réelle activité? Est-ce qu'il n'est pas possible de postposer, voire carrément d'abandonner l'exigence de ces paiements? Dans la négative, est-ce qu'une aide peut être prévue pour compenser cette facture tombant au plus mauvais moment et manifestement déraisonnable au regard de la situation et des périodes de réelle activité? Je vous remercie d'avance, Madame la secrétaire d'État, pour vos réponses. Merci, Madame la secrétaire d'État. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le député, pour votre question. La situation de l'Horeca est effectivement critique et j'expliquerai donc tout à l'heure les dernières mesures qui ont été adoptées par le gouvernement. En ce qui concerne la problématique de la facturation de la collecte des déchets, je vous relaye ce que mon collègue Alain Marron m'a communiqué. Il faut d'abord faire une distinction entre la collecte des déchets ménagers et la collecte des déchets non ménagers. La collecte des déchets ménagers est une mission de service public assurée par l'agence Bruxelles Propreté sur tout le territoire régional bruxellois. Concernant la collecte des déchets non ménagers, c'est-à-dire les déchets commerciaux des entreprises indépendantes Horeca, il s'agit d'un marché qui est libéralisé avec une mise en concurrence de plusieurs opérateurs. Dans ce cadre, l'agence Bruxelles Propreté est un opérateur parmi d'autres. En date du 25 janvier 2021, les entreprises enregistrées comme collecteurs, négociants, courtiers de déchets non dangereux auprès de Bruxelles Environnement sont au nombre de 385, dont les plus importantes sont notamment Suez, Renewi et MCA. Sur ce volet commercial, l'ABP agit au même titre et donc en respectant les mêmes règles que les autres prestataires privés.
Dans ce cadre, depuis le 2 février 2013, tout producteur ou détenteur de déchets doit avoir un contrat d'enlèvement de ces déchets auprès d'un des prestataires reconnus. Le choix de ce prestataire est laissé libre à tous les acteurs économiques, dont les établissements Horeca. La politique commerciale mise en place par chacun des opérateurs concernant la collecte durant la période de pandémie lui appartient donc. Concernant la politique commerciale de l'Agence Bruxelles Propreté, je tiens d'abord à préciser qu'en période de crise ou non, le service contentieux est disponible pour les clients qui font face à des problèmes de paiement. Dans le respect des obligations commerciales qui s'imposent, ce service s'emploie à trouver des solutions équilibrées et praticables sur le plan économique pour les clients concernés. Plus précisément, quant au dispositif déployé dans le cadre de la crise actuelle, mon collègue peut vous indiquer que des mesures et une communication spécifique ont été mises en place par Bruxelles Propreté et permettent, sur base d'un arrêt temporaire effectif des activités, de revoir la facturation effectivement des clients touchés. Comme précisé notamment sur le site internet de l'Agence Bruxelles Propreté, tout Horeca qui souhaite une interruption temporaire des collectes peut en faire la demande, soit via le portail MyProzone de l'Agence Bruxelles Propreté, par email à pro@arp-gan.be, par téléphone au 0800 981 81 ou, et c'est en pratique le plus souvent le cas, via les représentants commerciaux. Il convient de préciser que les factures sont généralement établies automatiquement sur une base trimestrielle. Le montant facturé pour la période d'interruption d'activité fait donc l'objet d'une note de crédit au bénéfice du client concerné. Les chiffres évoluent au quotidien, mais en termes d'ordre de grandeur, près d'1 millier de demandes d'annulation temporaire de facturation ont été traitées lors du premier confinement. Depuis fin novembre, plus de la moitié des clients concernés ont repris leur activité. L'Agence Bruxelles Propreté reste vigilante quant à l'évolution de ces chiffres et s'emploie à accompagner adéquatement ses clients commerciaux pour leur permettre de poursuivre leur activité. Voilà, Monsieur Koyuncu, les éléments que je pouvais vous donner, en l'occurrence en lieu et place de Monsieur Marron. Merci, Monsieur Koyuncu. Une réplique? Très brièvement, Madame la Présidente, je vous remercie, Madame la Secrétaire d'État, pour les éléments de réponse que vous m'avez apportés. Je me réjouis d'entendre que Bruxelles Propreté réagit pour éviter que les établissements payent ces factures. C'est une décision qui va dans le bon sens, mais je pense qu'il y a un souci de communication, Madame la Secrétaire d'État. Il y avait une incompréhension du secteur qui se réjouira également. Il ne reste plus qu'à bien communiquer pour que ces cafetiers, restaurateurs et petits brasseurs soient bien informés des réponses que vous avez apportées aujourd'hui. Voilà, Madame la Présidente, j'ai dit. Merci beaucoup. Alors, we gaan dus verder met de mondelinge vraag van de heer Verstraeten betreffende de lage vertrouwen van de Brusselse ondernemers in de regering. U hebt het woord, meneer Verstraeten. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, geachte staatssecretaris, uit de 6-maandelijke barometer van de Brusselse Kamer van Koophandel, BESI, die op 14 januari werd gepubliceerd, blijkt dat nog slechts 11% van de ondernemers vertrouwen heeft in de Brusselse regering om de actuele problemen aan te pakken. Nu, in juli 2020 was dat cijfer al gezakt tot 21%. Maar dit is echt een nieuw dieptepunt. 39% van de bevraagden die zeggen zelfs helemaal geen vertrouwen meer te hebben in de regering. Tegelijkertijd daalde in Brussel het aantal startende ondernemers in 2020 met 12% ten opzichte van 2019. Dat is natuurlijk niet vreemd, gelet op de coronacrisis, maar het is wel opvallend als je ziet dat het aantal starters in Vlaanderen daarentegen stabiel is gebleven. Ook in Wallonië lag de achteruitgang met 5,5% een stuk lager. Nu, volgens de werkgeversorganisatie Unizo zou het verplichte attest bedrijfsbeheer in Brussel in tegenstelling tot Vlaanderen een oorzaak kunnen zijn.
Hierdoor zijn mogelijk een aantal kandidaat-starters uitgeweken naar Vlaams-Brabant, de provincie, met eigenlijk de hoogste stijging aan het aantal starters. Die cijfers zouden tot nadenken moeten stemmen. Volgens BESI is het een groot gebrek aan vertrouwen bij ondernemers een gevolg van het slecht beheer van de crisis door de Brusselse regering. Dat ligt er niet op. BESI benadrukt dat de private sector een belangrijke partner in het Brussels herstel is en vraagt een debat over het Brussel van de toekomst. Ook tijdens de bijzondere COVID-commissie op 3 december vroegen de sociale partners om meer overleg. Het is hier al meermaals aangehaald. En toen wees BESI erop dat de Brusselse regering niet reageerde op het advies dat BRU-partners afleverden over het herstelplan na de crisis. En vandaar, mevrouw Trachte, had ik voor u de volgende vraag. Wat is in feite u en bij uitbreiding de reactie van de regering op deze slechte cijfers? De vraag is in feite al deels beantwoord op bijzonder respectloze wijze door meneer Vervoort. Die zei dat de cijfers hem warm nog koud lieten. Maar ik stel u hier toch opnieuw de vraag. Wat is uw reactie op deze cijfers? Ik hoop dat ze beter is dan die van de minister-president, want dat kan echt niet door de beugel. Hoe wilt u Brusselaars stimuleren om te gaan ondernemen ondanks de crisis? Bent u van plan om de private sector nauwer te betrekken bij het debat over het Brussel van de toekomst? Heeft u reeds met BRU-partners samengezeten om een advies over het herstelplan te bespreken? Zo ja, hoe is het overleg verlopen? Welke adviezen heeft u meegenomen en welke ook niet? Zou ik expliciet willen horen. En zo niet, wanneer staat er een dergelijk overleg gepland? Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Bedankt, meneer Staten. Mevrouw de staatssecretaris, u hebt het woord. Ik dank u, meneer de volksvertegenwoordiger, voor uw vraag. Ik heb net, zoals u, de grote lijnen van de politieke barometer van BESI via de pers vernomen. Het gebrek aan vertrouwen van de economische sector baart mij uiteraard zorgen. Ik ken de detail van de barometer echter niet, omdat hij nog niet beschikbaar is. Aangezien ik de methodologie en gebruikte steekproeven niet ken, kan ik hier dan ook moeilijk commentaar op geven. Maar deze crisis is een ongeziene sanitaire, sociale en economische crisis. En ik begrijp de angst, de wanhoop en ook zelfs de woede van veel ondernemers en onderneemsters. De perspectieven blijven onzeker, ook al geeft het vaccin ons hoop. Die crisisbeheer ligt dus nog niet achter ons en we blijven ons inzetten om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen en te begeleiden. En dat doen we in continue samenwerking met de sociale partners, ook los van de crisis. We hebben uiteraard formele contacten in het kader van de aan BRU-partners gevraagde adviezen of via de strategie 2030. Maar ook informele contacten, met name binnen de Taskforce Economie of tijdens onze bijeenkomsten over de ingevoerde premies. De minister-president coördineert de strategie 2030 en ook de onderhandeling voor de RRF. In het kader van de strategie 2030 Go for Brussels hebben we 3 stuurgroepen opgericht met het oog op de prioriteiten 1.1. De voorwaarden creëren voor de economische transitie om bij te dragen tot de gewestelijke klimaatdoelstellingen. 1.2. De KMO's ondersteunen met, en de zeer kleine ondernemingen ondersteunen met inbegrip van de industrie, de ambachten, de buurtwinkels en het sociaal en democratisch ondernemerschap. En 1.3, een onderzoeks- en innovatiebeleid op gang brengen dat bevorderlijk is voor de economische, sociale, solidaire en klimaattransitie. De sociale partners, waaronder BESI, neemt deel aan deze stuurgroepen die de prioritaire acties voor 2021 vaststellen en bepalen wat wel en wat niet in het relance- en herontwikkelingsplan wordt opgenomen. Dit
Dit werk zal tegen de volgende sociale top van 24 februari 2021 afgerond worden. Mocht u nog vragen hebben over de coördinatie van het relance- en herontwikkelingsplan, dan nodig u uit deze te stellen aan de minister-president die belast is met het sociaal overleg. Merci, bedankt voor uw antwoord. Meneer Verstraeten, voor een replica. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, mevrouw de staatssecretaris, u geeft eigenlijk een heel kort en een heel generiek antwoord op mijn vraag. U zegt, ja, ik ken de methodologie van de barometer niet. Maar de barometer is niet nieuw. Die wordt 2 keer per jaar gepubliceerd en ik vermoed dat de methodologie niet fel veranderd is. Dus u zou de signalen toch moeten zien. En als u zegt, ik heb de volledige barometer nog niet gekregen. Als ik staatssecretaris was en ik zag dat het ondernemersvertrouwen tot een dergelijk dieptepunt was gezakt, dan zou ik onmiddellijk contact opnemen met BESI en vragen, kunnen wij die barometer, kunnen wij dat bespreken, kunnen we hier overleg over hebben, want dit is niet goed. En u gebruikt ergens corona een klein beetje als excuus, maar ik heb u net cijfers geciteerd die aantonen dat de situatie in Brussel op dit vlak slechter is, op het vlak van nieuwe starters bijvoorbeeld, dan in Vlaanderen of in Wallonië. Dus het gaat hier over meer dan de coronacrisis alleen. Het gaat ook over het feit dat het in Brussel minder goed aangepakt wordt. En ik zou eerlijk gezegd ook willen, gelet op het al lage vertrouwen dat er is van de ondernemers, dat u hier vandaag expliciet afstand neemt van dan de ongelooflijk respectloze reactie van de minister-president die zegt, goh, nog maar 11% ondernemers die vertrouwen hebben, dat laat mij warm nog koud. Dat zegt veel over de atmosfeer die er bestaat in deze regering tegenover het privaat ondernemerschap. Over de respectloze houding, over hoe men kijkt naar de privésector. Dus ik zou graag hebben dat u hier expliciet afstand neemt van die uitspraken, want dat kan echt niet door de beugel dat onze regering in een dergelijke crisis een dergelijke houding aanneemt tegenover de ondernemers. Bedankt. Alors, donc la question de M. Oscarin est reportée à sa demande. Et alors, pour les 2 dernières questions, pour varier les plaisirs, je vais céder la présidence à M. Koyuncu. Geen reactie Madame la Présidente, peut-être juste par rapport à la question de M. Oscarin. Oui. En fait, elle contenait les éléments que vous attendiez tous, la réponse. Je propose peut-être qu'en réponse notamment à la question de Madame Barzin, j'ajoute les éléments, les éléments relatifs à l'ORECA et la prime Tetra, je les ajouterai à la réponse à Madame Barzin pour m'assurer que vous ayez toutes les réponses aux questions que vous vous posez légitimement. D'accord, ça me semble une bonne manière de procéder. Monsieur Koyuncu, je vous laisse la parole. Madame la Présidente. Alors, nous allons passer à la question orale de Madame Barzin concernant le nouveau soutien aux secteurs économiques subissant la crise du Covid-19. Vous avez la parole, Madame Barzin. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais tout d'abord souligner, après les explications sur les questions corrélées à la question sur les faillites de Madame Lefranc, que la problématique des primes méritait en effet une demande d'explication ou une interpellation auquel auraient pu se joindre mes collègues vu l'importance. Alors, Madame la Ministre, face au prolongement de l'arrêt d'activité ou de la baisse forte d'activité de certains secteurs, il importe de soutenir la trésorerie de nombre d'établissements qui font le tissu commerçant de notre région. Selon de récentes analyses de la FEB et de Gredon, cela a été dit tout à l'heure, seuls 25% des cafés et restaurants bruxellois résistent à la crise. Globalement, près de 30% des entreprises se trouvent dans une situation critique. Vous avez annoncé une nouvelle prime pour les secteurs dits non essentiels et précisé lors de la commission du 6 janvier dernier que les modalités d'introduction de la demande de celle-ci seraient communiquées dans le courant du mois de janvier. Nous sommes le 27 janvier, je peux enfin vous poser ma question. Il y a quelques jours, vous avez communiqué au sujet de primes en plusieurs volets. Une prime en effet pour les secteurs non essentiels en 2 phases et une prime variable pour les secteurs ORECA et événementiels. Mes questions sont quelque peu adaptées, vous comprendrez, et ciblent bien entendu les précisions quant à ces mesures. En ce qui concerne les primes pour les secteurs dits non essentiels,
Quand la prime fixe de 1 500 € pour les métiers dits non essentiels n'ayant pu rouvrir le 1er décembre 2020, c'est-à-dire la prime en première phase, sera-t-elle accessible? Sur quel site internet et jusqu'à quelle date? Qui gère les demandes? Quel métier, de manière exhaustive, va-t-elle concerner? Quand la prime en deuxième phase, variable jusqu'à 5 000 € pour l'ensemble des métiers dits non essentiels fermés le 30 octobre, sera-t-elle accessible? Sur quel site internet et jusqu'à quelle date? Sont exactement les mêmes métiers qui sont concernés? Une indépendante du secteur textile va-t-elle par exemple pouvoir en bénéficier? Cette prime a-t-elle été concertée avec les représentants des secteurs? A-t-elle été validée par eux? Quel est le montant total budgété par le gouvernement à cette fin? En ce qui concerne la prime Tétra pour l'ORECA et l'événementiel, nous saluons l'adaptation de la mesure à la perte du chiffre d'affaires par rapport au fonctionnement d'avant la crise et au nombre d'équivalents temps plein occupés par un établissement. C'est ce que nous demandions, notamment à travers la question initialement posée. C'est en effet un enjeu de viabilité d'établissement et aussi un enjeu d'emploi, car nombre de structures moyennes ou grandes sont également de gros pourvoyeurs dans ces secteurs de services. Les fourchettes avancées, différentes selon que l'on soit restaurateur ou responsable d'une discothèque, ont-elles été concertées avec les secteurs? Ceux-ci les ont-elles validées? Quel est le budget estimé? Sur quel nombre d'établissements en fourchette haute vous basez-vous? Sur quel mode de calcul pour se situer dans telle ou telle tranche? En outre, les fourchettes avancées sont nettement supérieures à la dernière prime de 3 000 à 9 000 € event et l'Eureka bénéficiait d'une prime forfaitaire de 3 000 €. Comment expliquez-vous ces différences? Sur quoi basiez-vous vos estimations précédentes? Combien d'entreprises ciblez-vous? Combien de cafés? Combien de restaurants? Combien de structures d'hébergement? Combien d'agences événementielles? Combien d'agences de voyage? Combien de discothèques? Et puis, quelle est l'articulation entre la prime de 5 000 € et Tétra? Si l'on prend l'exemple d'une agence de voyage, à quoi aura-t-elle droit? À l'un, à l'autre, aux deux? Vous avez déclaré hier que cette prime faisait l'objet d'une décision de principe, qu'il fallait à présent rédiger les arrêtés et demander l'avis du Conseil d'État. Quand cette prime va-t-elle être accessible? Sur quel site et jusqu'à quand? Qui va traiter les demandes? Madame la ministre, nous nous interrogeons une nouvelle fois sur les délais de ces mesures. Si nous comprenons bien, seule la prime forfaitaire de 1 500 € sera accessible dans les prochains jours, alors que vous le savez, les chiffres quant au désarroi, au décrochage d'indépendants et d'entreprises les plus directement impactés par la crise commencent à arriver. Qu'en est-il du levier des pouvoirs spéciaux, dont la validité est devenue caduque ce 20 janvier? Pourquoi nous les avoir fait approuver si on n'est plus dans les temps pour des mesures aussi importantes? Qu'en est-il du non-recours à l'avis du Conseil d'État, moyen que d'autres entités ont déjà utilisé? En fait, comment envisagez-vous l'articulation de ces mesures avec les urgences qui pointent? Je vous remercie, Madame la Ministre, par avance pour vos réponses à ces questions. La secrétaire. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président et Madame la députée, pour votre question. Peut-être préalablement aux réponses sur les deux trains de primes, repréciser que ces nouvelles primes, comme les secteurs nous le demandent depuis longtemps, et vous l'aviez soulevé également, ont été concertées avant leur adoption, travaillées avant leur adoption avec les secteurs. Ces secteurs ont été concernés, ont été concertés par secteur. On les a rencontrés par secteur. On a aussi travaillé à écouter ce que les secteurs souhaitaient à travers la task force économique, donc qui a lieu toutes les 2 semaines. Ceci donc préalablement à l'adoption des décisions de principe sur l'octroi des primes. Ensuite, les secteurs sont à nouveau concertés de manière plus formelle dans le cadre de l'adoption des arrêtés via un avis formel de Bru Partners. C'est ainsi qu'on a défini la variabilité des primes, quels étaient les critères autour desquels on allait travailler pour faire varier les primes, en l'occurrence des critères de perte de chiffre d'affaires ou des critères de nombre d'équivalents temps plein. Et ceci, en ce qui concerne la prime Tétra, diffère en fonction du type de secteur. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons pensé nous-mêmes et approuvé nous-mêmes, c'est quelque chose que nous avons discuté avec eux.
et les fourchettes, ce qui justifie que les fourchettes soient différentes en fonction du type de secteur, est aussi le fruit des discussions que nous avons eues avec eux. Alors, dans un premier temps, donc le 17 décembre 2020, juste avant la fin de l'année, nous avons approuvé une nouvelle mesure de soutien aux secteurs qui ont dû fermer suite au comité de concertation du 30 octobre et qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont pas pu rouvrir début décembre. Vous vous souvenez qu'on a déjà discuté de la manière dont ça allait fonctionner, mais donc ce soutien se déroulera en 2 phases. La phase 1, c'est le versement effectivement d'une première tranche de 1 500 € pour les entreprises et indépendants qui n'ont pas pu rouvrir le 1er décembre et qui ont les codes NAS que j'avais cités alors, mais je vous les recite parce que tout ça est imminent. C'est coiffure, soins de santé, entretien corporel, service de tatouage et de piercing, enseignement de la conduite de véhicules à moteur, gestion de jardins botaniques et zoologiques, organisation de jeux de hasard et d'argent, activité des centres de culture physique, activité des parcs d'attractions et des parcs à thème, exploitation de salles de billard et de snooker, exploitation de domaines récréatifs et autres activités récréatives et de loisirs. Je m'excuse du caractère un peu administratif des termes, mais ce sont les codes NAS. Cette première tranche de 1 500 € sera accessible sur le site www.primecovid.brussels à partir de demain, le 28 janvier 2021. Le début de la phase 2, donc c'est un site qui est géré, comme d'habitude pour la gestion des primes, par Bruxelles Économie Emploi. Le début de la phase 2 de cette prime qui concerne les commerces dits non essentiels, commerces qui ont pu rouvrir le 1er décembre, l'arrêté sera présenté au gouvernement en première lecture demain. Cette prime sera, vous le savez, variable, le montant de la prime, en fonction de plusieurs critères, les frais fixes et la perte de chiffre d'affaires. Je vous en préciserai les modalités après l'adoption par le gouvernement. Donc ça, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Le montant global prévu, arrêté, disponible pour cette prime, donc globalement, est de 77 millions d'euros. Concernant à présent, je regarde si j'ai encore des éléments. Oui, je peux vous dire que par exemple pour la première phase, donc les 1 500 €, on s'attend à 3 700 demandes et le budget, mais comme je vous l'ai dit, est déjà, il est disponible, il est prêt. Les demandes pourront être introduites dès demain et comme vous le savez, l'administration s'attelle, comme par le passé, à ce que les liquidations interviennent extrêmement rapidement. Concernant maintenant la prime dite, ou les primes dites TETRA, à nouveau, nous avons travaillé au préalable, je l'ai dit tout à l'heure, avec les secteurs pour déterminer les différences entre secteurs et les fourchettes pertinentes au regard des moyens budgétaires de la région. Alors, nous avons donc approuvé le 21 janvier ce nouveau train de mesures pour un montant total de près à nouveau de 74 millions d'euros. Il concerne donc 4 secteurs, les restaurants et cafés ainsi que leurs fournisseurs principaux, pour éviter les effets en cascade, les hébergements touristiques, dont les hôtels et les chambres d'hôtes, les entreprises actives dans l'événementiel, la culture et le tourisme, et enfin les discothèques. Ces entreprises, vous le savez, ces secteurs sont essentiels pour Bruxelles et son image, son attractivité, le dynamisme économique. Ce sont des secteurs qui emploient, vous le savez, des milliers de travailleurs et qui sont dirigés par des milliers d'entrepreneurs qui sont privés d'activités et de perspectives depuis des mois. De nombreuses rencontres et discussions donc, ont eu lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le dispositif prendra la forme d'une prime variable dont le montant sera fixé en fonction du nombre d'équivalents temps plein de l'entreprise, de la baisse du chiffre d'affaires constatée dans les 3 derniers trimestres de l'année 2019 et la même période sur 2020. Il s'agit donc d'une approche d'aide plus ciblée pour des secteurs précis. Selon le secteur concerné, les montants des indemnités, vous le savez, se situeront dans les fourchettes suivantes. Pour le secteur des restaurants, des cafés et des fournisseurs de l'ORECA, il s'agit de primes qui iront de 5 000 à 36 000 €. Donc en fonction de la perte de chiffre d'affaires et du nombre d'équivalents temps plein. Pour le secteur de l'hébergement, de 5 000 à 50 000 et pour les discothèques, de 60 000 à 100 000 €. Ce sera à nouveau Bruxelles Économie et Emploi qui sera chargé de la mise en œuvre de la prime
et dès que les arrêtés auront été adoptés, je pourrai vous en dire plus sur les modalités et les délais de mise en œuvre. Enfin, en ce qui concerne les mesures fiscales possibles, je me permets, c'était plutôt en réponse à la question, je pense, de Monsieur Oscara, de vous renvoyer vers mon collègue Sven Gatz pour la région et mon collègue Bernard Clairfailly pour la fiscalité communale. Madame Barzin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Je souligne avec ce regard positif la concertation qui a prévalu avec les différents secteurs tout au long. Donc ça, c'est intéressant, pas uniquement à la fin d'un processus, mais pour l'élaboration. Et donc, nous soulignons cela parce qu'il est effectivement très important d'adapter les mesures à cette réalité, à leur réalité. En revanche, si nous avons reçu quelques éléments donc sur les délais pour la phase 1 de la prime forfaitaire à 1 500 €, il y a toute une série d'éléments que nous n'avons pas reçus. Tout d'abord, jusqu'à quand cette phase 1, la prime sera-t-elle accessible sur le site primecovid.brussels. Voilà, donc elle sera en ligne à partir du 28 du 1, mais jusqu'à quand? Pour la phase 2, nous n'avons pas également d'éléments sur effectivement les modalités ni sur l'accessibilité, le moment de l'accessibilité, et il en va de même pour la prime Tétra. Et donc là, nous n'avons pas non plus des réponses aux questions que j'avais posées sur la base de calcul, sur la manière dont effectivement on se trouvera dans une tranche plutôt que dans une autre. Et donc tous ces éléments sont effectivement très très importants aujourd'hui pour les entreprises et les indépendants. Voilà, nous aimerions savoir quand ces primes seront accessibles. Je n'ai pas également eu de réponse quant au levier que représentaient les pouvoirs spéciaux et également le non-recours au Conseil d'État pour gagner du temps, vu l'urgence et les délais en région bruxelloise qui restent trop longs pour l'accessibilité de ces différents dispositifs. Voilà, j'avais également une question très pratique pour la phase 2, puisque manifestement vous en êtes dans la préparation des modalités. Est-ce qu'une indépendante dans le secteur textile pourra y avoir droit, puisque c'était un non essentiel qui a pu rouvrir, et je n'ai pas eu de réponse non plus quant à cette question. Merci. Vous voulez peut-être réagir, Madame la Secrétaire? Donc, il y a une série de modalités sur lesquelles Madame Barzin interroge et qui ne sont pas encore totalement définies, pour lesquelles je ne peux pas encore donner de réponse dès lors que les arrêtés n'ont pas encore été rédigés. Et donc, dès qu'ils le seront, je m'engage à vous le signaler de manière à ce que vous puissiez examiner les arrêtés et poser les questions complémentaires nécessaires. Pour la première tranche de la prime pour les commerces dits non essentiels, et en particulier ceux qui n'ont pas encore pu ouvrir, à savoir les métiers de contact, la demande de prime sera disponible, le formulaire, jusqu'au 18 février. Concernant le recours au Conseil d'État, on le demande toujours dans les délais de l'extrême urgence, c'est un délai de 5 jours. C'est une obligation légale et démocratique élémentaire. Et qui s'imposera d'autant plus à nous que les pouvoirs spéciaux ne sont plus en vigueur. Donc, je veux dire, c'est une étape qui garantit aussi de la sécurité juridique. Donc, je pense que c'est une étape qui prend un peu de temps, même si 5 jours. Je veux dire, c'est au même moment, parce que les étapes ne se succèdent pas. C'est au même moment qu'on consulte aussi les partenaires sociaux qui nous remettent un avis relativement rapide, puisqu'ils sont déjà au courant de la mesure qu'on a construite avec eux. Mais donc, il n'y a pas l'un et puis l'autre, les deux se font en même temps. Mais c'est une étape qui nous garantit aussi de la sécurité juridique pour la suite. Donc, ce n'est pas une étape qui est inutile. Madame Barzin? Non. OK. Ben, nous allons passer à la dernière question. Nu het laatste vraag van vandaag door meneer Gilles Verstraeten over het overleg met de gemeentes over de stroomlijning van de premies. U heeft het woord, meneer Verstraeten. Dank u wel, meneer Koyonchu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, geachte staatssecretaris, sinds het begin van deze crisis wijzen wij met de N-VA-fractie op
de onrechtvaardigheid in feite dat niet alle handelaars in het Brussels gewest op dezelfde financiële steun kunnen rekenen. De inefficiënte institutionele structuur van het gewest en de verregaande gemeentelijke autonomie hebben ertoe geleid dat sommige gemeenten notoir veel meer middelen hebben dan andere gemeenten. En er is daardoor een absurde en onhoudbare realiteit die duizenden Brusselse handelaars en bedrijven tijdens deze crisis heel duur is komen te staan. Alle gemeenten in feite op Koekelberg na hebben tijdens de crisis elk afzonderlijk financiële of fiscale maatregelen genomen. In Sint-Joost, Etterbeek, Watermaal, Bosvoorde en Ganshoorn konden lokale handelaars rekenen op een extra premie van 2000 tot 2200 euro. Lag uw winkel aan de overkant van de straat en dus in een andere gemeente, dikke pech. Misschien herinnert u zich de protestactie van een 200-tal handelaars uit de Vijfhoek op 19 juni van vorig jaar, die dringende financiële steun vroegen aan de stad Brussel, wijzend op het feit dat de handelaars uit andere gemeenten meer premies kregen dan zij. En je zou dus voor minder, denk ik, misnoegd zijn. Hè? Het is voor de N-VA absoluut onaanvaardbaar dat de bescherming van bedrijven en zelfstandigen verschilt tussen de gemeenten in het Brussels gewest. Op economisch en fiscaal vlak zou er eigenlijk één coherent relanceplan moeten zijn die alle gemeenten op dezelfde manier consequent toepassen. In de bijzondere COVID-commissie van 19 november 2020 verklaarde staatssecretaris Strachte dat u met de schepenen van handel van de gemeenten overlegt over de stroomlijning van premies voor de handelaars. En vandaar had ik voor u de volgende vragen. Erkent u dat de autonomie van de 19 gemeenten heeft geleid tot een onrechtvaardige of onhoudbare situatie voor de Brusselse handelaars? Welke boodschap heeft u voor de Brusselse handelaars die tijdens de crisis op minder financiële steun hebben kunnen rekenen dan hun collega's uit andere gemeenten? Hoe verloopt het overleg met de gemeenten over de stroomlijning van de premies voor de handelaars? Hoeveel overlegmomenten hebben er ondertussen plaatsgevonden en welke beslissingen zijn er in het kader van dit overleg al genomen? Ik dank u alvast voor uw antwoord. De staatssecretaris, u hebt het woord. Oui, ik dank u, meneer de volksvertegenwoordiger. U hebt me inderdaad al eerdere vragen over kunnen stellen. De 19 gemeenten van het gewest zijn weliswaar autonoom, maar hun situaties zijn sterk verschillend. Ze hebben helemaal niet dezelfde economische structuur of F-bomen, zowel qua belastingen als gemeentelijke eigendommen. Zo zijn er verschillen tussen de restaurants en cafés naargelang ze in Brussel-Stad, Elsene, Sint-Gillis of in Ganshoorn en Sint-Agatha-Berchem gelegen zijn. Het cliënteel is anders, met name wat het toerisme betreft, en de hervatting van de activiteiten afgelopen zomer was ook niet identiek. Ik ben niet bevoegd voor de lokale besturen, maar ik heb de dialoog tussen de gemeenten en ons overleg met hen altijd zeer belangrijk gevonden. Ik heb dan ook sinds het begin van de crisis in samenwerking met het team lokale partnerschappen van Hub Brussels meermaals de 19 schepenen die bevoegd zijn voor handel ontmoet. U hebt de lijst met de contacten tijdens mijn oorzichting van de bijzondere commissie ontvangen. Ik heb deze ook op 1 oktober ontmoet en zeer binnenkort zien we elkaar opnieuw. Dankzij deze vergaderingen konden we en konden ze informatie en goede praktijken uitwisselen. Mijn rol bestaat erin tenminste te zorgen voor overleg en voor de vlotte doorstroming van de informatie die door de gemeenten via hun SPOX aan de dienst 1819 wordt doorgegeven. Wilt u een replica doen, meneer Verstraeten? Ja, wederom een bijzonder kort antwoord. Moet ik daar dan uit opmaken dat er eigenlijk geen poging ondernomen wordt om een stroomlijning te krijgen in de premies of in het steunbeleid dat de gemeenten voeren.
En dat het dus beperkt wordt tot wat overleggen, wat informatiedoorstroming, maar dat dus iedere gemeente volledig zijn goesting blijft doen en dat er dus geen stroomlijning is, geen eenmaking, geen quoi que ce soit. Maar dat het eigenlijk een zuiver vrijblijvend overleg is. Wat toch niet volledig overeenstemt met wat dan mijn verwachting was op basis van wat u eerder gezegd had. Nous clôturons cette journée avec cette dernière question. Geen antwoord op die vraag? Of, Ik kan niets meer zeggen wat ik al heb gezegd. Oké, dan waarvan akte. Voilà, nous terminons cette journée avec cette dernière question. Je souhaite à toutes et tous une agréable journée et à très bientôt. Monsieur le Président. Oui, oui, Madame Barzin. Voilà. Excusez-moi, parce que je pensais que Monsieur Vossard serait à la fin, mais je pose quand même la question pour notamment la secrétaire de notre commission. Suite aux auditions de la semaine dernière sur l'intelligence artificielle, il avait dit qu'il reviendrait avec des propositions d'institutions ou de personnes complémentaires. Je voulais juste savoir où ça en était. Peut-être que l'on peut faire suivre. On va attendre. Oui, je ferai suivre alors à Monsieur Vossard. Merci à tous. Merci et belle journée. Merci. Au revoir. Et à Madame la secrétaire d'État, merci. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir.